l'heure de l'invité de la rédaction comme chaque dimanche. Eva Soto, votre invité ce matin, Georges Bensoussan, l'historien. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Israël a commémoré Yom HaShoah la semaine dernière, mais cette commémoration en Israël n'allait pas de soi au départ. Comment Israël s'est construit par rapport à la mémoire de la Shoah ? Ça a été très complexe parce qu'en fait c'est une mémoire qui s'est construite d'abord par le rejet de la Shoah, parce que la Shoah était l'abomination absolue qui était en contradiction totale avec l'éthique du sionisme. Et jusqu'au procès Eichmann au moins, la mémoire de la Shoah était confinée à la sphère privée. Yad Vashem d'ailleurs a mis beaucoup de temps à émerger, même si le projet de Yad Vashem date de 1942. Mais en fait, le mémorial du martyr juif inconnu à Paris a précédé Yad Vashem. Et il a fallu le procès Eichmann pour voir un véritable tournant dans la mémoire de la Shoah en Israël, où là on est passé d'une mémoire très officielle centrée sur les résistants du ghetto de Varsovie, à la mémoire de toute la tragédie qu'était la Shoah et qui concernait pas seulement les victimes et les descendants de victimes, mais tout le peuple juif. Ben Gourion s'est beaucoup impliqué pour que le procès à Eichmann ait lieu en Israël. Est-ce que lorsqu'il l'a fait, il avait conscience de ça, de ce manquement par rapport à la mémoire de la Shoah? Est-ce que c'était son objectif? Il avait conscience d'abord du fait que le génocide des Juifs n'avait pas été jugé. Il avait dit, à propos du procès Eichmann, qu'il voulait le Nuremberg du peuple juif. Mais il n'avait pas conscience de la portée qu'aurait le procès Eichmann dans la société israélienne, qui a été un tremblement de terre. Parce que, pour la première fois durant 4 mois, à Jérusalem, on a vu défiler 110 témoins qui ont raconté l'ordinaire de la Shoah, le quotidien de la Shoah, et c'est donc une mémoire qui n'était plus centrée sur les seuls résistants, les seuls combattants, mais sur le quidam moyen qui avait eu la chance de survivre et qui a raconté. Et là, c'est une mémoire dont tous les Israéliens se sont emparés, y compris la partie séfarade, mizrahi du pays. Et là, c'est quelque chose qui a beaucoup joué dans la volonté de Ben Gourion de mettre en place le procès Eichmann, c'est qu'il était conscient des clivages profonds de la société israélienne entre Mizrahim, c'est-à-dire les orientaux séfarades, et Ashkénazes. Et c'est aussi pour constituer une mémoire nationale qu'il a voulu ce procès. Et sur ce plan, il a réussi au-delà de toute espérance. Aujourd'hui, Georges Bensoussan, les Juifs ne sont plus perçus comme victimes, mais comme bourreaux. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça a trait à la longue histoire de criminalisation des Juifs dans l'histoire de l'antisémitisme? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas systématiser. Je veux dire qu'on ne peut pas être prisonnier non plus d'une vision médiatique qui nous donne l'impression aujourd'hui que nous avons le monde entier qui considère les Juifs comme des bourreaux. Ce n'est pas tout à fait vrai, je ne crois pas. D'abord, il y a une grande partie du monde qui est totalement indifférente à tout ça. Bon, prenez l'exemple de la masse indienne et de la masse chinoise, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'humanité se moquait éperdument de toutes ces histoires. Bon. Donc, on a une histoire qui est effectivement concentrée sur les aires de civilisation chrétienne et musulmane. Quand vous dites est-ce que c'est la reprise d'une criminalisation, à certains égards, oui. Parce que je rappelle quand même que l'antisionisme ne date pas du tout du gauchisme, par exemple, ou seulement de la rhétorique arabe. L'antisionisme a démarré dès le premier congrès sioniste du côté de l'Église catholique. Les premiers articles antisionistes, non juifs, ont été publiés par l'Église catholique. Et ensuite, ce qui a pris le relais, ce que tout le monde a oublié aujourd'hui, c'est le nazisme. Et après la défaite du nazisme en 1945, le nazisme a été virulemment antisioniste. Il faut lire les déclarations, ce que dit Hitler dans Mein Kampf sur le sionisme, et les déclarations d'Hitler constantes sur le fait qu'il n'y aura jamais d'État juif en Palestine. Il s'y est engagé. Ensuite, c'est le communisme qui prend le relais. Et aujourd'hui, c'est l'islamisme. Alors effectivement, vous avez un sioniste qui est diabolisé. Est-ce que c'est la continuation de la criminalisation du signe juif? Je pense que oui. À savoir que on a eu, si vous voulez, une translation du signe juif paria dans l'économie psychique du christianisme et de l'islam. Le signifiant juif a été un signifiant paria, un peuple écarté, un peuple rejeté. Et là, on est passé du peuple rejeté d'avant 1945 à l'État rejeté. Mais en fait, on est dans la même configuration mentale. On est passé du peuple en trop à l'État en trop. Georges Bensoussan, justement, c'est vrai, ceux qui sont mis en cause pour des propos au relent antisémite ou qui le sont franchement, se défendent en disant on n'a pas le droit de critiquer Israël. Eux, c'est comme ça qu'ils se défendent. Et c'est vrai que dans le discours public, en tout cas chez des gens qui ne sont pas habitués à ce type de débat, il peut y avoir méprise entre
une critique de l'État d'Israël et en fait l'utilisation de ce qui se passe en Israël pour diffuser des tropes antisémites. Comment on fait la différence entre les deux ? La critique de la politique israélienne, du gouvernement israélien, est parfaitement légitime, mais ça n'est pas de l'antisionisme. Quand vous vous dites antisioniste aujourd'hui, ça n'a strictement aucun sens. L'antisionisme était légitime dans son combat, aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs, avant 1948. Maintenant que l'État d'Israël existe, être antisioniste, c'est signifier qu'on souhaite le démantèlement de l'État juif. Et là, on est dans une rhétorique totalement antisémite. Donc celui qui se dit aujourd'hui antisioniste, il met ses pas dans l'antisémitisme à l'évidence. Bon, et donc évidemment, là, aujourd'hui, après Auschwitz, personne ne peut se dire antisémite. Et c'est pourquoi il est facile de se camoufler derrière le paravent de la politique de l'État juif. En réalité, c'est l'existence de l'État juif qui pose problème à ces gens-là. Comment justement vous expliquez ce glissement de sioniste qui en fait est devenu une insulte, comme à l'époque de l'ère soviétique d'ailleurs, ce glissement de sioniste, donc redevenu une insulte, vers génocidaire? Mais parce que dans des sociétés traditionnelles, le crime majeur, dans les sociétés chrétiennes par exemple, c'était le crime de déicide. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés sécularisées et modernes. Le crime majeur, c'est le crime de génocide. Quand on veut mettre un peuple à l'écart de l'humanité, on l'accuse d'avoir tué Dieu, Jésus en l'occurrence. Ensuite, dans nos sociétés, ça ne veut plus rien dire. On l'accuse d'avoir voulu mettre à mort un autre peuple. C'est le crime de génocide qui est le crime absolu. Dans les deux cas de figure, il s'agit de mettre le peuple juif à l'écart de l'humanité, de le rejeter du genre humain. Mais encore une fois, on aurait tort de penser que l'antisionisme aujourd'hui, qui a pris des proportions délirantes, c'est vrai, est nouveau. C'est une vieille histoire, l'antisionisme, dans la rhétorique antisémite. C'est une histoire qui remonte à l'époque du congrès de Bâle, en 1897. Et ce qui est frappant, c'est que quand vous prenez les trois grands totalitarismes qui ont marqué le XXe et le XXIe siècle, les trois grands totalitarismes sont fondamentalement antisionistes. C'est le nazisme, le communisme, l'islamisme. Et ça n'est pas non plus un hasard. Justement, vous avez écrit Les territoires perdus de la République. C'était en 2002. Aujourd'hui, après le 7 octobre notamment, qu'est-ce que vous y changeriez d'ailleurs ou pas à votre constat fait à l'époque ? D'abord le titre. Je pense que ce n'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de la nation, en ce qui concerne la France. C'est la notion même de nation française qui est en déliquescence. Et ce n'est pas seulement les Juifs qui sont en danger dans ce pays aujourd'hui qui s'appelle la France, c'est la France tout entière qui coule. C'est le peuple français tout entier qui est aux prises avec une crise gravissime. Ce que j'y changerais, ce que mes camarades et moi échangerions, c'est un livre collectif, je le rappelle, que j'ai coordonné, c'est simplement que le constat est aujourd'hui infiniment plus grave que ce que nous disions. À la limite, ce que nous disions en 2002, c'est presque une bluette par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, personne n'avait voulu nous entendre. À l'époque, on nous avait traités de pessimistes. À l'époque, il y a une quinzaine d'années par exemple, c'est-à-dire après les territoires perdus, j'avais dit que les Juifs de France allaient vers une maranisation de leur existence, une invisibilisation. Alors, on m'a traité évidemment de tous les noms, de pessimiste, de paranoïaque, etc. Et à quoi on assiste aujourd'hui ? On assiste au fait que les gens retirent la mezouza de leur porte, changent leur nom pour une commande Uber, cachent le Magen David, enlèvent la kippa, enfin tout ça vous le savez par cœur. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, le constat est aujourd'hui pas seulement plus grave pour les Juifs, il est plus grave pour le peuple français tout entier. Merci beaucoup Georges Bensoussan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ces éclairages toujours très précieux. Bonne journée à vous. Merci. Merci. On vous retrouve. Merci Eva Soto, on vous retrouve à 9h.